Le parrainage oppose pouvoir et opposition. La société civile dans le doute, la tension est vive, la plénière fixée pour ce 19 avril. Faut-il reporter ou maintenir ce projet de révision constitutionnelle? Colère, abus et droits humains, la démocratie sénégalaise est-elle en danger? Situation politique, contexte social, Aminata Touré, envoyé spécial du chef de l'État, brise le silence. Ce sera dans Objection de ce dimanche 15 avril 2018 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Bayou Marguet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Aminata Touré. Elle est envoyée spéciale du chef de l'État. Madame Touré, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, merci de m'avoir invité à nouveau et bonjour à tous les auditeurs de Sud FM. Elle est au cœur des grands combats aux côtés du chef de l'État. Elle fait partie des rédacteurs du programme Yoonu Yokkute, la traque des biens mal acquis, c'est elle. Vous défendez le chef de l'État sur tous les sujets. Vous avez été garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis Premier ministre. Aujourd'hui, vous êtes envoyé spécial. Depuis un certain temps, Madame Aminata Touré, vous gardez le silence. Alors dites-nous, est-ce voulu ou est-ce qu'on vous l'a imposé ou simplement, c'est une stratégie de votre part? Il est toujours bon de parler quand on a quelque chose à dire. Je pense qu'il ne faut jamais manquer les occasions de se taire si c'est nécessaire. Mais chaque fois que j'ai une opinion à défendre, je le fais. Il faut aussi prendre le temps d'observer et surtout d'écouter. Voilà comment je perçois les choses. Effectivement, j'accompagne le président de la République depuis plusieurs années, et déjà quand il était candidat, et c'est une sorte de contrat moral lorsqu'on s'engage, auprès de quelqu'un dans une activité politique qui est souvent en dents de scie d'ailleurs. Oui. L'activité politique n'est jamais linéaire, mais ce contrat moral-là, c'est ce qui nous permet de transcender les difficultés qui ne peuvent pas manquer en politique. Ça, c'est aussi à l'attention des jeunes qui s'engagent en politique. Ce n'est pas du tout ou rien, ce n'était pas du si je n'ai pas ceci, je m'en vais. Mais justement, de ce point de vue, il a été question justement au niveau du Conseil économique et social, pour les affaires économiques et sociales, et qui a épuisé son mandat, et finalement, on vous a annoncé, entre-temps, il y a eu un souci ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Vous savez, c'est le chef de l'État qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Et il faut respecter, cette prérogative-là qu'il a. Il fait ses choix en fonction, de sa propre réflexion. Et cela n'a pas de lien direct avec son niveau d'engagement. Moi, je milite depuis très longtemps, depuis l'âge de 14 ans en fait. Et à l'époque, il n'y avait rien à gagner en politique. C'était plutôt des sanctions. J'ai d'ailleurs eu à en souffrir puisque un de mes licenciements a été lié à une activité syndicalo-politique. Je suis de cette génération-là et ils sont nombreux. C'est l'occasion d'ailleurs de leur rendre hommage. Ils sont anonymement chez eux, mais ils se reconnaissent. Des patriotes qui à l'époque ont beaucoup œuvré pour faire avancer les libertés démocratiques, que ce soit dans la presse. Votre groupe, par exemple, dirigé par M. Babacar Touré, a beaucoup œuvré pour la liberté de la presse. Et vous étiez l'un des tout premiers organes radiophoniques dans ce domaine-là. Dans le domaine syndical, vous avez également eu, de grands responsables. Il y en a un qui me vient en tête et je voudrais saluer sa famille. C'est Alioune Sow, qui à l'époque a osé s'ériger en syndicat indépendant de la CNTS. Vous avez dans le milieu estudiantin beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu finir leurs études parce que
c'était des syndicalistes, et le président de la République d'ailleurs, Macky Sall, en fait partie. C'était un syndicaliste étudiant. Donc il faut qu'on ramène, disons, cette approche-là de la politique où on s'engage parce qu'on a des convictions, parce qu'on veut fondamentalement faire avancer le pays. Chacun dans le domaine. Mais il vous arrive d'avoir des divergences avec le chef de l'État. Ça a été le cas ou pendant cette période? Mais vous savez, on a toujours dans un compagnonnage, on peut avoir des divergences d'appréciation. On les a même dans son propre ménage ou dans sa propre maison. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui vous unit. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de transcender toutes ces difficultés. Et ce qui vous unit, c'est de faire avancer le pays. Moi, quand je quittais, disons, les Nations Unies pour accompagner le candidat Macky Sall, il y avait que des risques à prendre en fait. Mais je considérais que c'était le meilleur candidat pour le pays, et depuis lors, il met en œuvre des politiques importantes, avec des difficultés bien sûr, parce que nous sommes un pays en voie de développement. Alors, mais fondamentalement, je pense que depuis 6 ans, le pays a considérablement avancé dans beaucoup de domaines, et on pourrait en revenir. Oui, justement, c'est le cas. Déjà, subitement, on vous a confié le pôle mobilisation et parrainage dans un contexte, Madame Aminata Touré, où il est justement question de révision de la Constitution pour instaurer le parrainage intégral. Alors, ce nouveau dispositif qui a été mis en place par le secrétariat exécutif national, dites-nous, est-ce que c'est pour défendre le projet de parrainage intégral? Oui, non seulement le défendre, mais travailler avec l'ensemble des responsables pour mobiliser ce parrainage au profit de notre candidat, l'actuel chef de l'État. Il va falloir parler à tout le monde, et c'est pas un travail que je vais entreprendre seul, bien sûr. C'est un travail de coordination avec l'ensemble des responsables, disons, de notre parti et même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous avons du personnel politique. Je reviens juste de Malem Hodar, où nous avions, disons, un rassemblement des maires de la région de Kaffrine, où pratiquement il n'y a pas d'opposition. Sur les 517 collectivités territoriales, l'APR en contrôle 490, et les 505 sont contrôlés par Benno Bokk Yakaar. Et donc nous allons mobiliser, c'est là où je voulais en venir, disons, toutes ces composantes-là, qui ne viennent pas à vos micros, parce qu'ils sont dans leur collectivité, ils travaillent, ils ont la confiance des populations, et eux vont porter ce projet de parrainage. Voilà un peu l'idée. Il y a également les segments jeunes, les segments femmes, qui chacun, dans ses prérogatives, va se mobiliser pour que, justement, on puisse collecter les signatures nécessaires. Et quel est le bien fondé de ce projet? Mais il est évident à mes yeux, parce que d'abord, il s'inscrit dans une logique générale actuellement. Il sera difficile de citer un pays où il n'y a pas de préqualification. C'est comme ça que je l'appelle. Il faut, à un moment, que l'exercice de la fonction, en tout cas la candidature à l'exercice de la fonction présidentielle, que ce soit des candidatures sérieuses. On ne peut pas continuer, disons, avec des candidatures, qui sont là juste pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Souvent, on ne pourra pas gérer 100 candidats à l'élection présidentielle, par exemple. Il va falloir trouver un système de tamis, comme ça se passe dans beaucoup de pays. Pourquoi maintenant? Mais parce qu'on apprend des leçons. On apprend des leçons. On a vu les élections législatives, comment cela s'est passé. Avec une pléthore de listes. Et pour cela, il faut quand même mettre de l'ordre. Je vous rappelle que sur les 147 listes, 33 listes n'ont pas eu un seul député. Et parmi ces listes, vous aviez d'ailleurs des ténors qu'on entend beaucoup à la radio, mais entre le discours médiatique et la réalité de l'implantation sur le terrain, il y a deux choses. Mais là, il s'agit d'élections présidentielles. Absolument. Donc, il faut un minimum de légitimité ou de prélégitimité aux candidats. Je pense que c'est important pour que on continue à prendre la démocratie au sérieux. Et il faut l'exiger, il faut l'imposer? Non, il faut passer par des mécanismes de concertation. Je vous signale qu'il y a un mécanisme de concertation depuis plusieurs semaines
au niveau du ministère de l'Intérieur. Une partie de l'opposition y a participé, une autre a choisi de ne pas le faire, c'est son droit. Et ensuite, il faut avancer. Le projet a été présenté au chef de l'État et cela a été traduit par une proposition de loi qui ira à l'Assemblée nationale. Mais déjà, on a annoncé le 16 pour la commission technique, le 19 pour la plénière. Ça veut dire que maintenant, vous êtes dans cette dynamique, il n'y a pas justement de laisser place et lieu justement à la concertation. Le président de la République, vous l'avez entendu. Parce qu'il a rencontré la société civile. Mais bien sûr, ce serait intéressant avec la présence du président de l'Assemblée nationale. Il faudrait parler à la société civile et demander, disons, quels ont été les résultats. Le président a toujours fait preuve d'ouverture en termes de concertation. C'est pour ça que le cadre a été mis en place. Vous avez même une journée du dialogue politique. Et je crois que si ces mécanismes avaient été fonctionnels, je pense qu'on aurait eu, disons, une discussion plus fructueuse. Mais vous avez une partie de l'opposition radicale qui, quoi que vous fassiez, quoi que le président dise, décide de ne pas lui parler. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Oui, mais c'est leur droit. Mais pour le PDS, c'est plus de 34% des Sénégalais. Vous ne pouvez pas ignorer ça, Clam. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de choses ont évolué depuis le premier tour de 2012. Il faut voir la liste dirigée par le PDS, combien de voix elle a eu. Elle a eu 500 000 voix, ça ne fait pas 34%. Mais au premier tour de la ça fait même moins de 10%. Non. Oui, non, mais... Si on parle référence de la dernière présidentielle. Mais les choses ont évolué. Ah. Les choses ont beaucoup évolué. Mais alors, si on prend le premier tour de la présidentielle, le PDS avait eu 35%, le président Macky Sall n'avait pas eu 35%. Au deuxième tour, il a eu 65%. Mais si on se rapproche d'une élection qui ressemble comme une sœur jumelle à une élection présidentielle, c'est le référendum. Mais la présidentielle reste la présidentielle. Oui, mais depuis 2012, le président Macky Sall a développé un certain nombre de programmes, les agrégats économiques ont beaucoup avancé, la politique sociale a commencé à porter ses fruits, etc. Il y a eu évidemment une reconfiguration politique. Vous ne pouvez pas bloquer le compteur à 2012. C'est clair que beaucoup de progrès. Je vous parle de l'élection municipale. En 2012, nous avions peut-être pas plus de 5 mairies, si on prend comme ça comme point de référence. Oui. Benno Bokk Yakaar, où tout ce qui est associé n'avait pas plus d'une dizaine de mairies. Et 2 ou 3 ans après, nous avons 490. Mais à la présidentielle, le président Macky Sall reste un candidat comme les autres candidats. Absolument, absolument. Oui. Mais avec un bilan à défendre, avec une politique qui, comme j'ai dit, qui a commencé à porter ses fruits, avec une économie qui a été complètement redressée. Je signale qu'on est passé d'un déficit budgétaire de presque 7%, 6 et quelques pourcents, à un déficit contrôlé, en dessous de 4%. Nous sommes passés d'une croissance zéro en 2012 à une croissance qui va être à 7%. Donc il y a eu de l'évolution. Aussi extraverti. Non, la croissance, je ne sais pas ce que vous appelez une croissance extravertie, mais la croissance, c'est une augmentation... Entre les mains des investisseurs étrangers. Oui, mais les investisseurs étrangers, Omar, ils créent de l'emploi, ils payent des impôts. Là, au Sénégal, il y a de l'emploi au Sénégal. Mais l'emploi progresse, il y a encore une marge de manœuvre. L'emploi a progressé, il y a encore évidemment beaucoup à faire. La question de l'emploi, c'est une question mondiale, vous le savez bien. Mais tout est dans une dynamique de progrès. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, loin de là. Nous sommes un pays en voie de développement et les progrès seront des progrès cumulatifs. Pour revenir sur le parrainage, l'idée, c'est de pouvoir organiser la démocratie pour faire en sorte qu'elle ne devienne pas un exercice anarchique. Parce que sinon, on discrédite complètement le processus. Et si vous avez une pléthore de candidats, dont certaines candidatures pourraient être fantaisistes, ou alors on considère que seul le facteur argent doit compter, à ce moment-là, on vide la démocratie de son sens. C'est pour ça qu'il faut l'organiser. Et c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Mais la démocratie, c'est l'apanage des partis politiques aussi. Pas seulement. C'est également l'apanage des personnalités indépendantes. Oui, mais comme ça a été le cas historiquement, ça a été bien organisé jusqu'ici. Mais l'histoire doit avancer. L'histoire, à mon avis, elle évolue. Mais pas pour un seul candidat. Non, pour l'ensemble des candidats. Oui. On a eu les élections législatives, on a vu comment il a été difficile de voter. Alors, vous avez eu l'expérience des législatives avec 46 listes, où vous aviez, lorsque vous entrez dans votre salle de classe, 46 tas de
de bulletins de vote. Je ne parle même pas des coûts. Hein. Pour un candidat, pour imprimer, il faut 7 milliards. Donc, si on continue à multiplier les candidatures, je veux dire, c'est une bonne partie du budget de l'État qui va être consacrée à ça. Ce n'est plus faisable, ce n'est plus tenable. Maintenant, tout le monde est égal devant la loi. Lorsqu'on dit qu'il faut aller chercher le parrainage, voilà, tout le monde y va. Beaucoup des partis qui parlent, je suis sûr qu'ils peuvent mobiliser ce montant de parrainage. Mais il faut le comprendre et l'expliquer aux Sénégalais. Et les Sénégalais sont raisonnables. Il faut aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas en train d'être élitiste, mais vous le comprenez bien. Mais n'importe qui ne le sera pas. Oui, mais justement, vous savez comment il ne le sera pas? Oui. Quand on lui demandera d'aller montrer qu'il a un minimum de connexion avec les Sénégalais en lui demandant seulement 1%. 1%. Oui. Voilà. 1%, c'est décrété par qui? Comment en est-on arrivé à ce 1%? Est-ce que ça n'aurait pas dû faire l'objet d'une concertation, chercher le maximum possible de consensus? Oui. Bayouma, je suis en train de vous expliquer que depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Intérieur discute avec l'opposition qui a voulu aller discuter. Pour discuter, il faut être au moins 2. Vous avez aujourd'hui une opposition qui s'est labellée comme opposition radicale, qui dit « Nous n'allons pas parler à l'État, nous n'allons pas parler au ministre de l'Intérieur, nous n'allons pas parler au président de la République. » Mais ça ne va pas empêcher l'État de continuer à fonctionner. Une partie de l'opposition a discuté de toutes ces mesures. Certains ont mis leurs réserves, etc. Mais le rapport a été transmis par une personnalité indépendante qui, disons, facilitait ces discussions. Un pays, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas seulement s'arc-bouter en disant c'est du tout ou rien. La politique de la terre brûlée ne peut pas faire avancer les choses. Avez-vous pris conscience de ce qui se passe présentement dans ce pays? Oui, c'est-à-dire? Avez-vous pris conscience d'une frange importante de la société civile et de l'opposition justement ont rejeté le projet? Oui, Bayouma. Est-ce que ça peut entraîner comme conséquence pour ce Sénégal? Oui, non, ne jouons pas à nous faire peur. Moi, je pense qu'il faut quand même, oui, non, il faut quand même savoir raison garder. Je signale que ces cris, disons, d'Orphée, on les entend depuis 2012, hein. Ça n'a rien de nouveau. Voilà, il y a eu tout un cours de notre histoire récente où on nous promettait de mettre le pays sens dessus dessous. Non, parce que les Sénégalais ne vont pas suivre. Les Sénégalais sont des gens raisonnables. Lorsqu'on explique, ils peuvent comprendre. Parce que lorsque la personne va voter pour vous, mais elle le fait en âme et conscience. Ce n'est pas nécessaire de vouloir voilà, mettre le chaos, et ça, c'est même pas possible. Ah oui? Parce que, non, ce n'est pas possible, parce que, évidemment, force doit rester à la loi. Il faut que les gens exercent leurs droits démocratiques en respectant également les droits des autres. Exercer le droit démocratique, c'est-à-dire que, justement, pour ce qui est du 19 date de la plénière, la manifestation est autorisée si l'opposition est tentée à manifester. Oui, vous savez, c'est un droit, le droit de manifestation. Il est reconnu par la Constitution. Et je défends ce droit-là. Je vous ai dit, hein, moi je suis une ancienne militante des libertés démocratiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais en même temps, l'exercice d'un droit démocratique doit se faire dans le cadre organisé de la loi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas aller manifester en face de l'Élysée parce que vous avez un droit démocratique, c'est organisé. Donc je suggère à ceux qui voudraient manifester quand même qu'ils respectent les dispositions voilà, de la loi et des règlements. C'est que après ça, chacun vaque à ses occupations. Parce que fondamentalement, ce pays, il n'appartient pas aux politiciens. C'est ce qu'on oublie de dire. Ce pays, il ne peut pas être entre les mains de politiciens qui, quand ils ne sont pas contents, voilà, le pays voilà, doit être... Mais vous le dites maintenant. Non. Vous le dites maintenant. Nous le disons maintenant, nous le disons depuis quand toujours. Vous étiez dans l'opposition, lorsqu'il a été question justement de faire passer le quart bloquant, vous aviez manifesté, Madame Aminata Touré. Alors, il faut quand même savoir que comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé, parce que vous faites allusion au 23 juin, j'imagine. Oui. Le 23 juin, il s'agissait de violer des dispositions de la Constitution en levant le quart bloquant. C'est-à-dire un candidat avec 10% pouvait se faire élire dans l'opposition. Mais pour l'ensemble. Vous pensez qu'il n'y avait que les militants de l'opposition qui étaient là-bas? Mais de la même manière qu'il peut y avoir d'autres militants que de l'opposition pour le 19. Mais c'est ouvert, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que pour moi, j'estime que
le droit de manifestation doit être respecté. C'est un droit constitutionnel. Maintenant, le droit constitutionnel ne veut pas dire le droit à l'anarchie non plus. Il faut le comprendre. Ça également. Dépend de quel camp on se trouve. Non, lorsqu'on est républicain. Parce que ce qui nous unit tous, qu'on soit de l'opposition... On a vu que le droit de manifester n'est pas souvent autorisé au Sénégal. Mais parce qu'il Est-ce qu'il est interdit de manifester au Sénégal sous le règne de Macky Sall? Absolument pas, mais il doit être organisé. Sinon, vous avez un pays anarchique. Sinon, vous-même, vous viendrez pas, faire votre travail à la radio. Mais si tous les jours on manifestait n'importe où, n'importe comment, ça n'existe dans aucun pays du monde. La démocratie, elle s'organise également. Mais sinon, vous avez le chaos et l'anarchie. Aujourd'hui, si on veut manifester, on discute avec le ministère de l'Intérieur, on fixe les parcours. Ça s'est toujours passé comme ça, sous tous les régimes, pas seulement même sous le régime. Mais ce qui s'est passé à Ziguinchor tout récemment, les enseignants ont voulu manifester et justement c'était à coups de grenades lacrymogènes que la manifestation a été dispersée, Madame Touré. Oui, je n'ai pas les détails de la manifestation, je l'ai suivie, je ne sais pas si elle était autorisée ou pas d'ailleurs. Mais si elle n'était pas autorisée, je pense qu'il aurait fallu peut-être penser à une autre forme. Vous avez dit de droit constitutionnel, c'est juste une déclaration. Mais le droit constitutionnel, non, ce n'est pas juste une déclaration. Il s'agit de manifestations comme la marche ou le sitting. Justement, il s'agit juste de déclaration. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Ah oui? Non, du tout. Que dit la loi? La loi organise. Vous avez une déclaration et sinon ce serait pas possible. Pourquoi? Sinon on irait faire des sittings n'importe où, n'importe comment. Vous savez, encore une fois, Bayoumar, je pense qu'il nous faut nous départir de l'émotion et être quand même raisonnable. On n'est pas dans l'émotion, on est dans la réalité. Non, il faut qu'on soit quand même raisonnable. On est dans la réalité, reconnaissez-le quand même. Il faut quand même qu'on soit raisonnable. Oui. On ne peut pas manifester n'importe où, n'importe comment. Même si c'est un droit, garanti par la Constitution. Il faut que ça s'organise. Toutes les libertés dans tous les pays du monde s'organisent. C'est comme le droit de grève, il est organisé. Le droit de manifester est également organisé. Je pense que si l'objectif, c'est de montrer qu'on n'est pas content, on ne doit pas avoir de difficulté à s'entendre avec l'autorité publique pour trouver le parcours, la place, etc. Je crois que ça, c'est des modalités pratiques. Maintenant, si vous avez une opposition qui, elle, n'est pas fondamentalement intéressée par le droit de manifester, mais par la nécessité de mettre une tension artificielle, là, c'est difficile d'avoir un accord. Mais le motif pour lequel il est organisé la marche est valide quand même. Mais bien sûr, oui. Je suis en train de vous dire, vous pouvez manifester si vous voulez, parce que il suffit de le déposer. Vous pouvez manifester parce que vous n'aimez pas la manière dont le soleil brille, si vous souhaitez. Mais c'est pas ça la question. La question c'est, si vous n'êtes pas d'accord avec une disposition publique, d'accord, la Constitution vous autorise à manifester votre mécontentement. Et ça, c'est une disposition qui existe et les gens se sont battus pour ça pendant de nombreuses années. Moi-même, j'ai été militante pendant très longtemps et je me suis battu pour que ce droit-là existe. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser ce droit-là. Parce que le jour où vous manifestez, il y a des gens qui sont malades, qui veulent aller à l'hôpital, Bayoumar. Il y a des gens qui veulent aller au travail. Il y a des gens qui veulent aller gagner leur vie. Donc, il faut également qu'eux, ils aient de l'espace pour pouvoir faire cela. Et c'est pour ça que le ministère public, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, organise ce droit pour qu'il soit en bonne entente avec les autres droits au travail, droits à la circulation, etc. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Alors, venons-en justement à ce projet de loi du parrainage intégral. Quel est l'argumentaire, le vôtre? C'est de rationaliser les candidatures et éviter les candidatures, je ne voudrais pas dire farfelues, mais occultes. Ce serait plutôt le mot, occulte. Nous avons eu, par le passé, beaucoup de candidats qui n'ont même pas eu 0%, 0,1% ou 0,5%. Alors, pendant ce temps, on a imprimé pour 7 milliards de bulletins pour chacun d'entre eux. Vous pensez que dans un pays en voie de développement comme le nôtre, nous n'avons pas besoin de rationaliser les ressources? Mais pourquoi ne pas procéder à l'établissement d'un bulletin unique? Ça doit être discuté. Ce doit être quelque chose de discuté. Si vous me demandez mon avis, je pense que c'est des choses qui doivent effectivement être prévues dans le temps. Peut-être que le temps ne permettait pas de le faire pour cet exercice-là,
Mais moi, je pense qu'il faut ouvrir la question, etc. Mais pour ça, on ne peut pas se lever et faire un bulletin unique. Hein. Il faut, partout où ça s'est fait, il faut des simulations, il faut de la formation, etc. Parce qu'il faut fondamentalement après signer et cocher pour le candidat. J'ai eu à observer, diriger des missions d'observation. Mais c'est de la formation. On va y arriver. Voilà. Mais c'est pas du tout rien. Il faut comprendre fondamentalement ce que cette réforme implique. Cette réforme s'appuie également sur les difficultés que nous avions eues aux législatives. Et tout le monde l'a constaté. On a dû aller au Conseil constitutionnel 5 jours avant pour qu'on autorise l'électeur à pouvoir prendre, s'il le souhaite, pas plus de 5 bulletins. Mais même les 5, c'était pas d'ailleurs donné, parce que vous entrez, il faut aller chercher les 5 bulletins. Donc vous perdez énormément de temps. Si on n'organise pas, disons, ce processus électoral, où on peut se retrouver avec une pléthore de candidats, on va vider de sens l'exercice démocratique. On va se mettre à voter jusqu'à des 2h, 3h, 4h du matin, et ça peut déboucher sur n'importe quel événement malheureux. Vous disiez que la démocratie a un coût. Absolument. Oui, tout à fait. Mais il faut que le coût reste contrôlable. On ne peut pas avancer vers des élections où on mettrait 200, 300 milliards. Et si on continue, c'est à ce rythme-là. Si vous avez 7 milliards pour un candidat, imaginez si vous en avez 50. Et cette pléthore de candidatures, c'est de la responsabilité de qui? Oui, mais il y a beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il y a eu des gaps, on va dire, dans la loi. Et l'un des gaps, c'est d'abord la différenciation entre le candidat indépendant et la candidature des partis. Vous avez eu des candidats qui étaient populaires, à qui on exigeait un certain nombre de signatures. Par contre, si vous êtes un parti politique, on ne vous demande pas est-ce que vous avez un bureau politique, est-ce que vous avez réuni votre congrès, est-ce que vous êtes déjà allé aux élections. Non. Si vous avez juste une caution, vous pouvez y aller. Mais ça veut dire que même n'a pas été appliquée. Mais Omar, c'est pour ça qu'il faut changer la loi. C'est tout le sens de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Convenez avec moi que voilà les difficultés que cette loi veut régler précisément. Mais cette loi veut régler une loi impersonnelle et qui nécessite peut-être justement l'adhésion de la plus grande partie, parce que le code électoral était issu d'un consensus, le code de 92. Là, vous prenez la responsabilité justement de ne plus assurer justement ce consensus. Alors, historiquement parlant, en 1992, l'opposition tout entière a accepté d'aller discuter avec le régime en place, sous le président Abdou Diouf. En 2018, le président de la République a appelé à un dialogue politique, a instauré une journée du dialogue, a ouvert des concertations en choisissant une personnalité indépendante. Une partie de l'opposition a choisi d'y aller. Une autre dit quoi que le président dise, quoi qu'il fasse, on ne s'assera pas avec lui. Il faudrait attendre que cette opposition se décide à faire les choses différemment. Non, il va falloir avancer parce que l'État a la responsabilité quand même d'organiser des élections dans de bonnes conditions. Voilà comment ça se passe. La différence entre 92 et 2018, c'est l'attitude de l'opposition. En 92, je pense que toute l'opposition avait une attitude beaucoup plus responsable parce qu'elle considérait que le code électoral, lorsqu'il est changé pour le présent et pour le futur. Mais en 92, nous sommes d'ailleurs régis toujours par ce code sous beaucoup d'aspects. Voilà la différence. Sous cet aspect important et le plus crucial aujourd'hui, c'est le parrainage que vous voulez instaurer. Et en 92, c'était Diouf qui était là, c'était pas Macky Sall. Abdoulaye Wade est venu. Tout ce processus-là a requis quand même l'assentiment de l'opposition qui n'était pas aussi faible qu'on prétend le comprendre. Il y a eu plusieurs évolutions. Je vous ai dit que l'essentiel du code électoral qui régit le processus électoral date de 92. C'était une avancée très, très, très importante. Certaines dispositions qui ont voulu être changées sous le régime du président Abdoulaye Wade a rencontré des réactions du type 23 juin. Aujourd'hui, il faut continuer à améliorer le processus. Un processus électoral, il s'améliore. Et l'idéal, c'est un consensus avec les acteurs, encore une fois, Omar. Mais les acteurs, il faut qu'ils sachent que lorsqu'on va instituer le parrainage, mais le président Macky Sall, il ne fera pas plus d'un mandat supplémentaire. Donc, il ne légifère pas pour lui seulement.
Il légifère pour tout le monde, pour la postérité, comme on dit. Parce que, encore une fois, on ne peut pas concevoir une démocratie sans tamis. Nous sommes 14 millions de Sénégalais. La démocratie, c'est un système plus de 15 millions. Plus de 15 millions. Oui. La démocratie, c'est un système de représentation. Tous les 15 millions ne peuvent pas être eux-mêmes candidats et se représenter par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a des députés par département, etc. Et l'élection présidentielle est une opération très sérieuse. Et il faut que les candidats aient des prérequis, je veux dire. Et ces prérequis, ce n'est pas, disons, l'État qui le leur donne, ce sont les citoyens. C'est un parrainage citoyen. Nous allons tous les candidats, y compris le mien, vont se retrouver au niveau des citoyens et demander leur signature pour pouvoir être candidat. Moi, je pense qu'au contraire, tout le monde part sur le même pied d'égalité, à mon avis. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui auraient pu être différents, mais je pense que là, c'est un système. Mais à ce rythme, vous risquez de violer le secret du vote. C'est-à-dire, s'il y a une commission qui a été mise en place et que ceux qui doivent s'inscrivent, donc là, il y a justement, on lève le secret du vote parce que la commission sera en mesure de savoir qui est capable de voter et qui ne l'est pas. On ne viole pas du tout. C'est pas parce que je vous ai endossé que je vais voter nécessairement pour vous. Si entre-temps vous m'avez dit... il est là, des deux côtés. Non, mais vous pouvez appliquer, à ce moment-là, vous pouvez appliquer ça à tout le monde. Là où on demande des parrainages d'élus, est-ce qu'on va dire qu'on viole le secret des votes des élus? Non. Oui. Tous les systèmes ont... Évidemment, on n'est pas dans un monde idéal. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un secret de violation. Mais le risque est là. Non, parce que on vous demande 1%. Oui. Alors, vous avez quand même 99 autres pourcents, qui ne sont pas exigés. Si aujourd'hui, nous comptons passer au premier tour, si on compte passer au premier tour avec 2 millions de voix ou plus, le code ne nous demande que 65 000 voix. Donc, quand même, on ne peut pas dire qu'il y a une violation générale du droit de vote. Et deux, ce n'est pas nécessairement parce que, c'est pour ça que je parle de prérequis. C'est un prérequis. Mais ce n'est pas une exigence. La personne peut, signer son parrainage et ne même pas aller voter. La personne peut signer le parrainage, et décider de voter pour quelqu'un d'autre. Donc, je crois qu'elle possède et conserve sa liberté de décision et je ne vois pas de violation du droit. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout au sujet de ce projet? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas présenter aussi, ceux qui défendent le parrainage comme des jusqu'au-boutistes ou non. Il s'agit d'organiser cette discussion qui existe depuis plusieurs semaines. Parce que une certaine partie de l'opposition fait comme si elle venait de découvrir le projet. Tout cela est discuté depuis plusieurs semaines avec un facilitateur indépendant, une partie de l'opposition qui a voulu s'asseoir et l'autre partie radicale qui a dit quoi que l'on fasse, quoi que le président dise, nous n'irons pas. Voilà. Et il fallait continuer le processus. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, comme toutes les lois. Les députés discuteront et voteront la loi. Et ce projet de loi concédé qu'il est en train de diviser les Sénégalais. Oui, Bayoumar, vous savez, comme j'ai dit encore une fois, il faut relativiser. Ah oui? Les Sénégalais, je pense que ce sont des gens qui exercent quand même leur raison. Quand on leur explique que vous ne pouvez pas avoir une élection où n'importe qui a ses 50 millions vient s'asseoir et dire je suis candidat, ils le comprennent. On a eu plus de 2000 listes aux élections municipales. On ne peut plus continuer. Oui, lorsqu'on aura 10 millions de listes présidentielles et que là vous êtes dans les prévisions toujours. Mais l'élection présidentielle, vous n'avez aucune certitude qu'on aura une candidature pléthorique à la prochaine présidentielle. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir. Parce que c'est sur la base que le risque existe. Oui, mais le risque, il existe, bien sûr qu'il existe. Et il faut, à mon avis, que l'on puisse vraiment avoir un système de tamis, entre guillemets. Je n'aime même pas le mot sélection, parce que s'il y a sélection, c'est les Sénégalais qui vont sélectionner directement. Mais disons de prérequis. Mais pourquoi voulez-vous... Et c'est une bonne chose. Comme ça, on est sûr que, comme je vous ai dit, on a eu 47 listes. 33 listes. Mais madame, là-bas, il s'agissait d'élections législatives. Ici, c'est la présidentielle. Mais prenez les dernières élections, même présidentielles, les candidats qui ont eu, il y a eu beaucoup de candidatures, de partis à qui on n'exigeait rien, qui n'ont pas eu 1%. Vous avez eu d'autres, et pendant ce temps, ces 1% ont coûté beaucoup aux contribuables sénégalais. Mais c'est moins le principe que les modalités ici.
Mais c'est les deux. Ce qu'il faut, à mon avis, parce que vous faites le défenseur des candidats qui ont moins 1%. Mais ces mêmes candidats, rien ne les empêche de se mettre ensemble. Parce qu'on va vers des démocraties de coalition. Rien ne les empêche. Si il est difficile pour un candidat à lui seul d'avoir 65 000 parrainages, mais qu'ils se mettent ensemble, qu'ils rassemblent leurs forces. Et à ce moment-là, ils pourront le faire. Mais cet émiettement, disons, finit par être une menace pour la démocratie. D'abord, ça coûte excessivement cher au budget de l'État. Et quand même, nous sommes un pays en voie de développement. Le pays n'appartient pas qu'aux politiciens, quand même. À pas organiser des élections à 500 milliards, à chaque fois. Mais il faut rationaliser tout cela. Et pour le rationaliser, il faut que tout prétendant à la magistrature suprême puisse aller avoir le pré-accord, j'appelle ça pré-accord, d'au moins 1% de ceux qui se sont inscrits sur le fichier électoral. Total. Ça me paraît être quand même raisonnable. 1%, c'est pas élevé? Ça me paraît être raisonnable. 65 000, sur 6 500 000, le chiffre me paraît raisonnable, réparti sur 7 régions. Voilà, je pense que c'est quand même faisable. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous voulez vous choisir vous-même vos adversaires? Oui, mais ça, c'est pas de bonne foi. Parce que d'abord, une personne qui ne peut pas avoir 1%, je ne vois pas comment il peut être une menace pour le président de la République. Non, il s'agit de rationaliser le processus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est comme ça que ça se fait partout, Bayoumar. Il faut que l'on puisse avancer. Maintenant, l'opposition, entre parenthèses, radicale... Elle vous gêne, cette non, opposition. pas du tout. Parce que... De quoi avez-vous peur? De rien du tout. Moi, je pense qu'il faut expliquer, comme je suis en train de le faire. Une démocratie, elle se nourrit d'une majorité et d'une opposition. Je pense que même la majorité a besoin d'une opposition pour s'améliorer, etc. J'y crois fondamentalement. Et l'opposition a ses droits également. Mais je pense qu'il faut également que l'on fasse de part et d'autre preuve de sens de la responsabilité. Lorsqu'on améliore un système électoral, on légifère pour la postérité. On ne légifère pas seulement pour soi-même. Mais ça, il faut qu'on le comprenne. Mais évidemment, lorsqu'on est à 10 mois des élections, bon, vous changez les règles du jeu à moins d'un an? Non, pas du tout. Il n'y a aucune règle du jeu qui est changée. Il y a même une égalité des prétendants. Lorsque vous étiez candidat indépendant, on vous exigeait des signatures. Lorsque vous étiez un parti, juste parce qu'on vous avait signé un récépissé vous autorisant à créer un parti, il vous suffisait de trouver vos 50 millions et d'être candidat. Moi, je trouve que c'est pas juste. Oui, mais un parti politique, dans ce cas, pareil, un parti politique est différent d'une candidature indépendante. Un parti politique, c'est l'organisation, et tous les moyens qui sont dépensés depuis très longtemps. Et la candidature indépendante, c'est juste pour un événementiel. Mais Bayoumar, si on parle vraiment objectivement, vous pensez que tous les 299 partis reconnus par la loi ont fait ce que vous dites là? Ont dépensé de l'argent, ont organisé un congrès? Avez-vous fait l'inventaire? Mais bien sûr que l'inventaire est fait, puisqu'on sait les partis qui se présentent aux élections. On les connaît. Mais c'est une infime minorité. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on utilise le récépissé du parti à d'autres fins. On le sait. On sait qu'on loue le récépissé. Ça, on le sait. On sait que parfois aussi, c'est pour entrer dans des négociations ultérieures. Et c'est pas sain. Ce n'est pas sain. C'est ce que j'appelle les candidatures, entre parenthèses, occultes. Il faut assainir, entre parenthèses, tout cela, rendre crédible le processus, ou en tout cas que le processus garde sa crédibilité. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les Sénégalais vont se détourner de l'exercice démocratique. Et ça, c'est un grand danger. Parce qu'on ne connaît pas de meilleur système que le système démocratique. Le Sénégal ne date pas de maintenant, Madame Aminata Touré. Alors, quelle valeur donnez-vous à ces concertations avec la société civile? Quelle valeur vous leur donnez? Oui, le Sénégal ne date pas de maintenant, c'est sûr. C'est pour ça, justement, qu'il faut faire sens de responsabilité et améliorer les choses. Et que lorsqu'on ne sera plus là, qu'on garde un bon souvenir des décisions qui ont été prises. Les concertations, moi, je pense qu'il faut les poursuivre. Même lorsque la loi sera votée, il faudra une loi d'application qui ira dans les détails. Donc, la disposition du président de la République à continuer à discuter, elle existe toujours. Et moi, j'invite l'opposition à ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. En politique, nous savons qu'elle n'est jamais payante. Mais en tout état de cause, le processus
devra continuer parce que je pense que c'est un processus qui rationalise et qui améliore. Et le 19, jour de la plénière, justement ce 19, vous ne craignez pas de débordement? Oh, je ne crois pas. Franchement, je ne pense pas. Est-ce que vous vous êtes préparé à cette date? Oui, mais c'est pas moi qui me prépare à ça. Oui, parce que vous êtes la chargée de la mobilisation et du parrainage. Oui, mais bon, vous parlez de respect des lois et règlements, hein, c'est ça? Je ne suis ni ministre de la Justice, ni ministre de l'Intérieur. Non, en termes de mobilisation. Oui, non, mais les discussions, pour nous, elles se passeront à l'Assemblée nationale avec nos députés. Je pense que c'est le parti se prépare justement pour éventuellement s'organiser en termes de mobilisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Vous savez, mobilisation, ça ne veut pas dire mettre des centaines de personnes dans la rue. Se mobiliser, ça peut être également ce que je suis en train de faire, expliquer. Mobiliser l'opinion autour du projet et expliquer le contenu du projet. Nous, c'est ce qui nous intéresse. La majorité présidentielle veut rassurer les Sénégalais, expliquer le contenu du projet. L'opposition, elle, a une autre démarche, parce que c'est ça sa vocation aussi. On ne peut pas le lui reprocher. Mais la recommandation que je leur ferai, c'est quand même que, quoi qu'ils fassent, que cela se fasse dans le cadre du respect des lois et règlements. Alors, venons-en au contexte social. Le contexte social, il est également lourd, avec justement la grève des enseignants dans les secteurs de la santé et de la justice, entre autres. Oui, on le disait tout à l'heure, qu'à Ziguinchor, les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. C'était à coups de grenades lacrymogènes. Dans ce pays, Madame Aminata Touré, il est difficile de manifester. N'arrivez-vous pas? Pourquoi aujourd'hui, ça c'est le motif, l'État du Sénégal n'arrive pas à respecter ses engagements pour le cas justement de la revendication des enseignants? Oui, mais ça, vous émettez un jugement de valeur. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que... Qui relève de la vérité quand même. Oui, bon, vous savez, la vérité, comment elle est, hein? Vérité en dessous des Pyrénées, voilà, et en deçà quelque chose d'autre. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, les syndicats ont vocation, comme je le disais pour l'opposition, à revendiquer de meilleures conditions de vie. Ça, j'ai été syndicaliste, je peux le comprendre. L'État a vocation à gérer, disons, au mieux qu'il peut, les ressources publiques, étant entendu que ce même État fait face à beaucoup de priorités. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait ce dialogue, constant. L'État, je pense, a fait des propositions dernièrement, et moi, je voudrais inviter les syndicats d'enseignants à les étudier avec bienveillance, en notant la bonne volonté de l'État et en gardant justement à l'esprit le fait que leur profession est une profession extrêmement importante parce qu'elle a un impact sur le présent mais également sur l'avenir des générations. Et ça, je pense que les enseignants le savent très bien. Nous tous, nous gardons à l'esprit et dans nos cœurs, l'image des maîtres que nous avions. Votre réponse sur le terrain, c'est de leur envoyer des grenades lacrymogènes. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, la scène syndicale, elle est variée. Les enseignants, ils sont organisés dans plusieurs syndicats. Oui, voilà. Je parle de... Ils n'ont pas nécessairement tous la même attitude. Moi, j'ai dit, lorsqu'une manifestation est interdite, ma recommandation, c'est de choisir d'autres formes de protestation. Et elles sont nombreuses, elles existent. Ce n'est pas nécessaire de créer une tension inutile de ce point de vue-là. Et je pense que la plupart des centrales syndicales, des enseignants, restent ouverts au dialogue. Et c'est ça le plus important. Mais pourquoi vous leur ôtez aujourd'hui le droit de manifester? Pourquoi? D'utiliser d'autres voies. C'est à eux de s'organiser et de voir quelle est justement la voie qui sied. Vous savez, cela dépend de l'appréciation de la situation sécuritaire. Et ça, ce n'est pas moi qui apprécie, ce sont les autorités locales qui apprécient. Est-ce que manifester va préserver l'ordre et la sécurité de la zone où on veut manifester? On parle de la Casamance quand même. Oui. On parle de la Casamance. Oui. Hein? Voilà. Donc, si la décision c'est de dire on considère qu'il peut y avoir un fort risque pour ce qui concerne la sécurité, le mieux c'est de respecter la décision. C'est pour ça que je parle de respect des lois et règlements et de choisir d'autres formes de protestation. Elles sont nombreuses. Mais on vous laisse toujours le libre arbitre, le droit de choisir. Mais vous savez, c'est la vocation de l'État. L'État a pour vocation d'organiser l'espace public.
Sinon, on vit en anarchie, Bayomar. Non, on n'est pas à l'anarchie. D'autant plus qu'on est tous responsables devant la situation. Alors, concéder à ceux qui veulent manifester, que cela correspond avec le droit de manifester. Alors, oui, maintenant, pour revenir justement à la plateforme revendicative des enseignants, comment expliquez-vous justement, toujours dans le même volet, vous parlez de budget social pour l'année 2018. Et de ce point de vue, il y a la revendication sociale. Si on prend l'exemple des enseignants, est-ce que vous n'avez pas senti là un paradoxe en termes de revendication sociale, pendant que vous parlez de budget social, encore que de ce point de vue, les revendications sont d'ordre social pour les enseignants. Il y a tout par là un paradoxe. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, la vocation des syndicats, c'est d'améliorer les conditions de vie de leurs membres. Ça, c'est la vocation fondamentale. Et je peux comprendre les revendications, j'ai été moi-même syndicaliste. Mais en face, vous avez un État qui n'a pas un budget extensible. Parce que lorsqu'on parle de budget social, il y a l'éducation nationale, mais il y a également les autres secteurs qui attendent. La santé, les infrastructures, l'accès à l'eau, etc., etc. Donc l'État a pour vocation d'arbitrer. L'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, au moment où on vous parle, vous avez la SNCF qui a prévu des grèves pendant 3 mois en France, un pays développé. Oui. Et cela tourne autour de revendications salariales également. Donc c'est, disons, une situation qui n'a rien d'exceptionnel. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait de part et d'autre vraiment une volonté de dépasser et de trouver des accords. L'État a fait des propositions alternatives. Moi, je recommanderais aux syndicats de les étudier avec bienveillance, afin d'abord qu'on puisse ne pas mettre de risques sur l'année scolaire en cours et que l'on puisse avancer. Évidemment, lorsqu'on est à une encablure d'élection, généralement c'est ce qu'on constate, mais l'État doit justement en tant que le planificateur général quelque part faire ce qu'il peut faire. Est-ce que vous ne craignez pas finalement, et ça c'est le risque, une jonction entre les forces politiques et les forces sociales? Je ne le crois pas parce que, vous savez, les syndicats sont indépendants. Ils s'intéressent à justement les conditions de vie de leurs membres. L'opposition, elle, a vocation à s'opposer, mais l'État reste serein, reste ouvert, fait des propositions alternatives, parce qu'il n'y a pas pire situation que de promettre ce qu'on n'a pas. Ça également, je pense que lorsqu'on explique à nos concitoyens, ils le comprennent. Nous sommes un pays en voie de développement, nous avons beaucoup d'urgences. Pour la question sécuritaire, nous avons, etc. Moi, je rentre, ce soir, d'un département qui est très enclavé, Malem Hodar, où les besoins, disons, sont extrêmement importants. L'État aussi a des obligations vis-à-vis de ces populations. Donc, on est obligé, l'État, en tant qu'État, disons, d'équilibrer un peu entre toutes ces revendications et c'est pour ça que j'appelle toujours, disons, au sens de la responsabilité, en sachant que à terme, lorsqu'il s'agit du secteur de l'éducation, c'est l'éducation de nos enfants également qui est en jeu. Et pourquoi, justement, ça c'est la question, avez-vous l'impression que la confiance est rompue aujourd'hui entre les acteurs sociaux et le gouvernement? Mais il faut que cette confiance, disons, continue. C'était le sens justement des assises de l'éducation qui ont été organisées, les assises de l'enseignement supérieur, vous vous rappelez, il y a 2 ans. Le président de la République voulait justement qu'on ait cette paix sociale au niveau des institutions. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites. Il y a les 11 mesures de l'enseignement supérieur. Je salue d'ailleurs l'accord que le SAES a eu avec le gouvernement. L'État a également fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'éducation. Sur l'indemnité de logement, il y a eu des propositions alternatives qui ont été faites et je pense qu'il faut, disons, faire preuve de responsabilité et d'ouverture pour dépasser la situation et pour ne pas mettre en péril justement cette année scolaire. C'est extrêmement important. C'est important, oui, c'est important. On est à 7 minutes de la fin de l'émission, ça passe très vite. Vous êtes une spécialiste, Madame Aminata Touré, envoyée spéciale du chef de l'État, à qui on a confié justement le pôle mobilisation et parrainage. C'est en perspective à la fois du 19 donc de ce mois, jour de la plénière
du projet de loi instituant le parrainage intégral. Vous êtes une spécialiste des questions de développement. Vous vous butez aujourd'hui sur la politique de l'employabilité des jeunes, surtout dans le Yono-Yokouté, que vous avez justement à l'époque promis de créer des emplois pour la jeunesse sénégalaise. De façon générale, vous parliez plus de 500 000 emplois par an. En fin de mandat, vous êtes en fin de mandat et on est loin du compte, madame. Non, parce qu'on n'a pas fait le compte. Oui. Faudrait qu'on fasse le compte. Oui. Et ce serait intéressant que vous invitiez spécialement sur la question le ministre en charge justement de l'emploi. Il viendrait avec ses statistiques et vous serez étonné Vous savoir. Vous faites partie des rédacteurs du Yono-Yokouté d'hier à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même que le ministre vous dise exactement, avec ses statistiques à l'appui, comment nous avons atteint cet objectif. C'est atteint? Il est atteint. Ah oui? Il est atteint. Et vous savez pourquoi il est atteint? Ce qui va vous donner même une indication du fait qu'il soit atteint, c'est que vous avez, dans des secteurs extrêmement importants, vous avez eu une croissance très élevée. 15% dans le secteur primaire. Parce que sous forme d'emploi, il ne faut pas comprendre seulement des emplois salariés. L'emploi salarié, il est infime dans l'économie sénégalaise. Au total, nous n'avons pas plus de 300 000 emplois salariés sur 14 millions de Sénégalais. Les emplois, ce sont également des emplois dans le secteur de l'agriculture, avec tout ce qu'il y a comme emplois dérivés. Et lorsque le secteur de l'agriculture augmente de 15%, vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu, une main-d'œuvre qui a contribué à faire augmenter. Ça, c'est des indices vous montrant de la véracité de ces chiffres-là. Nous avons un taux de croissance. Un taux de croissance, il est impossible, sauf si vous êtes dans une industrie extractive, d'avoir un taux de croissance aussi élevé de 7 points sans qu'il y ait une corrélation en termes de main-d'œuvre. Maintenant, et je vous le concède, c'est que nous avons encore beaucoup à faire. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des pays extrêmement jeunes. À la différence des pays européens. Les pays européens sont des pays vieillissants. C'est pour ça d'ailleurs que je me pose toujours des questions sur leur politique d'immigration. Parce qu'ils seront forcés d'ouvrir, et d'accueillir une main-d'œuvre plus jeune. Mais nous, si vous regardez un peu nos statistiques, les jeunes de 0 à 35 ans, c'est 70% de la population. C'est énorme. Et à partir de 18 ans, pratiquement, ils sont sur le marché du travail. C'est pour cela, justement, qu'il faut avoir une approche très volontariste et identifier très clairement les secteurs qui peuvent absorber rapidement la main-d'œuvre. Il y a encore des niches? Ah oui, la grande niche, à mon avis, promettrice, c'est quand même la niche de l'agriculture. Et c'est un appel que je lance aux jeunes. Lorsque vous allez aujourd'hui dans la vallée et même dans l'Anambé au sud, vous trouvez des Occidentaux qui sont en train d'exploiter nos terres. Alors que nos jeunes sont sur place ne voient pas le potentiel énorme qui sort de l'agriculture. Les terres, c'est parce qu'on en octroie aussi. Mais non, souvent d'ailleurs ils empruntent, etc. Mais c'est dire que, parlant des niches, s'il y a des Occidentaux qui quittent l'Occident pour venir exploiter, a fortiori nos jeunes qui sont sur place. D'ailleurs, c'est le sens un peu du projet des domaines agricoles communautaires qui ont, une vocation pédagogique, je vais dire, pédagogique. Montrer aux jeunes qu'on peut gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent, dans le domaine de l'agriculture. Mais ça suppose aussi un changement de mentalité, parce que à l'époque, le baykat, c'était le citoyen le plus pauvre, le plus arriéré, etc. Mais c'est fini. Lorsque vous allez aux États-Unis, les gens les plus riches, ce sont les agriculteurs. Donc il faut que cette culture-là, vraiment, on puisse l'inculquer à nos jeunes. Oui. La deuxième niche, la deuxième niche, je vais aller très rapidement, c'est les télécommunications. Et on voit un peu le potentiel qui existe au niveau de nos jeunes. Lorsque vous avez votre téléphone en panne, on vous le répare très très rapidement. C'est juste une idée, je fais de la caricature ici, mais ça montre qu'on a également un potentiel énorme. Moi, je rêve du jour où on va créer notre téléphone, notre tablette, et ça c'est possible. Voilà les niches qui vont permettre, à mon avis, d'absorber cette main-d'œuvre. Mais la question de l'emploi, encore une fois, c'est une question mondiale. C'est une question même civilisationnelle, parce que nous avons changé de mode de production. Il y a 30 ans, l'automatisation était relativement faible, et maintenant, quasiment tout est automatisé. Donc, que faut-il faire? Des hommes
et de leur cerveau. C'est une question civilisationnelle. Oui, il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent, c'est l'économie verte, c'est l'économie numérique, c'est l'économie culturelle. On est dans votre domaine, on le sent. Mais alors, pour terminer, justement, ces jeunes, ils sont exposés, Madame Aminata Touré, justement, on leur miroite de très forte somme d'argent. Alors, ces jeunes, justement, sont exposés. Je veux parler du terrorisme ici, avec justement le procès Imam Ndao et compagnie qui est en cours. Mais alors, on a apparemment frôlé le pire dans ce domaine. Avez-vous l'impression? Oui, bon, on va remercier... C'est au regard de ces grosses révélations, bien sûr. Oui, bien sûr, mais bon, il faut quand même saluer aussi le travail de nos forces de sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de prévention, il y a quand même une expertise qui est mise en œuvre, et surtout remercier le bon Dieu de nous avoir protégés jusqu'à présent. Mais c'est un travail constant, parce que aucune nation n'est épargnée. Comment éviter le pire? Mais je pense qu'il y a de la conscientisation, beaucoup au départ. Nous, on a la chance d'avoir quand même un islam très ouvert, très modéré. On oublie que notre premier président de la République était un chrétien dans un pays à majorité musulmane. Nous avons, et la fête de Pâques, du Ngallah, montre comment nous cohabitons en parfaite harmonie avec nos parents, concitoyens chrétiens. Et ça, c'est une longue tradition établie qu'il faut préserver. Et ça, il faut l'inculquer à nos jeunes dès le plus jeune âge, je dirais. Et il faut également de l'alerte citoyenne, que les citoyens également participent aux activités de prévention, à identifier dans leur quartier les cas suspects, ne pas les régler directement, parce que je ne parle pas de vigilante comme on a ailleurs, mais informer, disons, les... La crise, c'est quoi? C'est le radicalisme qui gagne du terrain? Oui, en fait, je crois qu'il se nourrit aussi un peu du désespoir, quelque part. Mais tous les pays pauvres ne sont pas des pays radicaux également, donc il ne faut pas aussi faire les raccourcis aussi courts. Je pense qu'il y a mais c'est aussi... une crainte qui est réelle quand même. Au regard des discours religieux qu'on entend d'une certaine catégorie, la crainte est réelle. Oui, mais minoritaire dans notre pays. Oui, mais qui est quand même là. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, c'est ce que j'ai dit. Il faut que les populations aident les forces de sécurité en termes d'alerte. Il faut également que nous continuions, disons, notre discours d'ouverture, musulmans ouverts, croyants mais ouverts. Et nous avons également nos traditions religieuses ici. Et relever aussi les défis du chômage, de la pauvreté. Absolument. C'est le mot de la fin, sachant que vous avez déjà, il y a votre agenda assez chargé. Le point de presse de cet après-midi qui vous attend avec les confrères autour du sujet du parrainage intégral. Le dernier mot, Madame Aminata Touré. Je voudrais vous remercier. C'est toujours avec grand plaisir que je me retrouve autour de votre micro, M. Bayo Margueil, et je voudrais vous souhaiter une bonne continuation et souhaiter un bon dimanche à nos concitoyens qui nous écoutaient et tous ceux qui ne nous écoutaient pas aussi également. Merci beaucoup, plaisir partagé. Rappelez quel était notre invité, Madame Aminata Touré, chargée du moins envoyé spécial du chef de l'État, en charge aussi du pôle mobilisation et parrainage. Oui, parrainage, c'est le sujet d'actualité. Le point de presse vous attend cet après-midi. Mais justement, on a parlé autour de vous. Ça, c'est vraiment le côté off. C'est dire BEI du port autonome de Dakar qui vous a rejoint justement dans le cadre de ce pôle. Comment en êtes-vous arrivé justement à cela? Non, c'est un de nos responsables, cadres politiques. Que vous avez plongé dans la politique maintenant. Un technicien qui arrive dans la politique. Oh non, mais vous savez, on est tous... faut pas croire que les politiciens sont des analphabètes. Ça, c'est également une déformation. Mais la politique, nous en faisons tous plus ou moins. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est s'intéresser aux affaires de la cité, aux affaires de son quartier, de sa commune, de son État. Donc, ce n'est pas disons, une caste. C'est la crainte sur le port autonome de Dakar. Oui, mais quel est le rapport? On sait comment ça se passe dans notre pays. On utilise les sociétés pour en faire justement. La crainte, c'est ça. C'est un excellent technicien. Il s'engage également en politique. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres membres du pôle. Quelle sera sa tâche autour du pôle?
Ben ça, nous en discuterons. Nous n'allons pas vous exposer nos stratégies internes à votre micro, mais nous allons faire en sorte que, justement, nous puissions recueillir avec l'ensemble des responsables du parti, encore une fois, ce n'est pas une tâche individuelle, une tâche de coordination, pour que l'excellent bilan du président de la République soit porté aux populations et qu'ils puissent recueillir, prérequis leur confiance dans le cadre de la collecte disons des parrainages, mais il y a lui, mais il y aura d'autres de nos cadres, etc. Et ça, il faut quand même que vous leviez cet équivoque auprès des Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on n'est pas honnête, qu'on n'a pas d'ambition. Du tout, on l'a pas dit. Mais vous avez fait un petit sous-entendu là. On a vu quand même des directeurs généraux user quand même des ressources des sociétés pour aller justement mettre dans des activités de campagne ou de propagande. Je vous laisse la responsabilité de cette déclaration, mais non, on peut être tout à fait impliqué en politique, connaître son métier, être un professionnel. Et moi, j'invite d'ailleurs les professionnels, les intellectuels à s'intéresser à la question politique. Parce que c'est par la politique qu'on accède au pouvoir. Il ne faut pas se plaindre après de la qualité du personnel politique lorsqu'on est confortablement assis chez soi. Il faut venir mettre la main à la pâte, compétir, participer. Et c'est comme ça qu'on fera avancer notre pays. Tout en respectant justement la bonne gouvernance. Absolument. C'est votre domaine, la bonne gouvernance. Que reste-t-il de cette liste de 25 personnes? Ce sera certainement l'objet d'un autre débat. Oui, mais ça, c'est pas juste. Parce que vous laissez la question en suspens. Lorsque vous avez terminé, épuisé votre temps, vous savez que j'ai des choses à vous répondre. Mais ce n'était pas notre thème central. Oui, le thème central, c'était justement le projet de parrainage intégral. On aura d'autres occasions, Madame Touré. Ne vous en faites pas. La campagne électorale est déjà partie. Le débat est ouvert. Mais le point central, justement, c'est la plénière de ce 19 wait-and-see. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la mise en œuvre de cette édition. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci, au revoir et à dimanche prochain. Yo ado adu jam to Burundi, yo ado adu jam to Casamance.